Hello and welcome to another episode of India and Global. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Martin Konings. Le professeur Konings est l'auteur du dernier livre, L'état du sauvetage, pourquoi les gouvernements sauvent les banques et non les gens. Il est professeur à l'université de Sydney, où il enseigne l'économie politique. Professeur Konings, bienvenue dans India and Global Left. Welcome to India and Global Left. Merci de m'inviter. Nous avons discuté du capitalisme néolibéral, entre autres sujets, avec divers spécialistes. Nous avons pensé que votre dernier livre, L'état du sauvetage, constituerait une bonne suite et une continuation de ce que nous avons abordé. C'est pourquoi nous avons pris contact avec vous. Pour nos spectateurs qui n'ont pas lu le livre, pourriez-vous en présenter l'argument central? À ma lecture, j'ai eu l'impression qu'il y avait deux éléments essentiels. Le premier est que l'État néolibéral est un État économiquement actif plutôt que passif. Et cette activité ne se situe peut-être pas dans la sphère fiscale, mais dans la sphère monétaire, même si vous soulignez dans le livre que ces deux sphères ne sont pas séparées. Deuxièmement, je pense que la perspective critique du livre est qu'il ne s'agit pas de toutes les entreprises. Vous parlez d'un secteur très spécifique qui est renfloué et de sa centralité dans le capitalisme, à savoir l'industrie du crédit. Dans les années 90 et 2000, l'intermédiation du crédit, la finance de l'ombre, etc. ont littéralement explosé. Donc si vous pouviez exposer le cœur de votre livre, je pense que ce serait une excellente base pour notre discussion à venir. Bien sûr, absolument. Et je pense que vous avez en fait très bien résumé les deux points clés. Donc, pour commencer, par l'angle du néolibéralisme. Le néolibéralisme a fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières décennies. Cela a été très fructueux, et j'ai moi-même contribué à ces discussions. Mais au final, l'idée du néolibéralisme est très fortement associée à celle du retrait de l'État. C'est-à-dire que l'État minimise son intervention dans l'économie par la déréglementation, la consolidation budgétaire, la lutte contre l'inflation et toutes ces choses-là. Ensuite, certains ont essayé de réviser cette idée, constatant que toutes ces choses ne se produisent pas réellement et que le néolibéralisme réellement existant fait parfois le contraire. Mais ce cadrage du néolibéralisme est resté assez tenace, d'une certaine manière. Dans ce livre, j'ai vraiment essayé de montrer que, même si le terme est utile jusqu'à un certain point, il masque en réalité le fait que le rôle de l'État durant l'ère néolibérale n'a pas été réduit ou atténué, mais a au contraire augmenté de façon spectaculaire. L'État s'est retrouvé très étroitement impliqué dans la production de la richesse privée. Nous avons tendance à associer la richesse privée, l'État et l'intervention gouvernementale à des mesures d'amélioration. Les États venant en aide aux personnes qui se sont retrouvées à la traîne ou qui n'ont pas réussi dans l'économie de marché. Mais ce que l'on observe au cours des 5 dernières décennies, c'est que les États sont de plus en plus impliqués dans le soutien à l'inflation des actifs et à la richesse des détenteurs d'actifs. Il y a donc un véritable changement, passant de ce que l'on pourrait appeler un certain activisme de l'État-providence à un État qui s'oriente vers le soutien de la valeur de la richesse financière. Et puis l'autre élément que vous avez mentionné, c'est que oui, l'état de sauvetage concerne spécifiquement la finance. Cela ne signifie pas nécessairement que seules les banques sont renflouées, mais elles constituent en quelque sorte la principale clientèle, dans la mesure où, au cours du siècle dernier,
Elles sont devenues le système nerveux de l'économie américaine, occidentale et mondiale. Par conséquent, lorsque ces institutions rencontrent des difficultés, elles ont une revendication particulière à être secourues. Donc, il ne s'agit pas de décisions ou d'affiliations politiques corrompues qui provoquent cela. C'est véritablement ancré dans le système. Et c'est ce que le livre tente de retracer d'un point de vue historique. Comme je suis un peu sceptique quant à la pertinence de l'étiquette du néolibéralisme, j'examine cela à travers une analyse du keynésianisme et je montre comment ce sont en réalité les keynésiens, les libéraux progressistes, les démocrates, qui ont été les moteurs de cette construction de l'état du sauvetage, souvent contre leur meilleur jugement, souvent contre leurs propres intentions. Et de cette manière, ils ont supervisé la construction de l'état du sauvetage. Oui, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur votre discussion concernant les néo-keynésiens, parce qu'ils sont vraiment très contradictoires. Je veux dire, vous définissez des personnes comme Rubin ou Summers comme des néo-keynésiens, mais beaucoup de gens ne les considèrent pas forcément comme des keynésiens, par exemple. Et vous abordez aussi le travail du Keynes traditionnel, dont la préoccupation majeure, selon moi, était de surmonter la préférence pour la liquidité et de faire en sorte que les ressources inutilisées soient dirigées vers le secteur productif. Je pense qu'il se retournerait dans sa tombe en voyant la classe des rentiers émerger de cette façon. Mais ceux qui ont surtout plaidé pour le maintien des prix des actifs à un niveau élevé, au détriment de tout le reste, vous les regroupez sous le terme de néo-keynésiens. Donc, si vous pouviez expliquer pourquoi le néo-keynésianisme est si important dans votre analyse de cette longue histoire du capitalisme américain. Bien sûr, absolument. Donc oui, il est important de faire une distinction entre Keynes lui-même et ensuite il y a deux groupes de néo-keynésiens. Ce sont ceux qui ont popularisé la pensée de Keynes dans les années 1950 et 1960. Donc, Pond Samuelson et Solow. Exactement. Oui. Donc ce sont les personnes que je qualifie de néo-keynésiens qui ont une foi très forte dans la politique budgétaire et sa capacité à stimuler la croissance et à faire une différence. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les nouveaux keynésiens. Je me rends compte que c'est un peu déroutant parce que les termes se ressemblent beaucoup, mais ce sont les termes qu'ils utilisent eux-mêmes. Ainsi, les nouveaux keynésiens sont des personnes comme Larry Summers, qui sont très sensibles à la critique néolibérale et monétariste du néo-keynésianisme, ou de ce keynésianisme plus traditionnel, qu'ils considèrent comme responsable des problèmes des années 1970. Ils soutiennent que cette approche a tendance à être inflationniste et qu'elle n'accorde pas suffisamment d'importance à la lutte contre l'inflation, à une monnaie stable, ce genre de choses. Ces critiques étaient déjà bien en cours avant les années 1980, mais c'est vraiment sous l'administration Clinton, puis plus tard sous l'administration Obama, que cette nouvelle façon de penser keynésienne acquiert en quelque sorte sa validation dans le monde réel. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de différence marquante entre le nouveau keynésianisme et le néolibéralisme, juste des partisans du libre marché, à part peut-être un accent technique sur les rigidités du marché. Mais cela ne signifiait pas grand-chose. Sous l'administration Clinton, c'est véritablement l'expansion de la finance qui attire l'attention de personnes comme Summers sur la contribution, la magie de la finance, en somme. Et Summers faisait partie de ceux qui ont mis fin au programme d'offres publiques plus ambitieux. Summers et Rubin faisaient partie de l'équipe qui a enterré le programme de Clinton, axé sur des investissements ambitieux dans la technologie et les infrastructures. Ils s'en sont débarrassés.
Et pendant un moment, il a semblé que l'administration Clinton allait simplement rejouer celle de Carter, sans vraiment savoir quoi faire, peinant à relancer la croissance. C'est en réalité la croissance de la finance et l'expansion spectaculaire de la valeur des actifs qui ont changé la donne. Cette vague de plus-value a créé exactement ce que recherchent généralement les keynésiens, une croissance généralisée et non inflationniste. Et donc la leçon que des gens comme Summers ont tirée de cela, c'est que, eh bien, nous avons fait exactement ce qu'il fallait. Ce n'était pas de la chance. Nous avons, vous savez, géré le déficit budgétaire. Nous avons resserré la ceinture budgétaire et nous avons laissé la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, faire son travail de ciblage de l'inflation sans interférence politique. Et la récompense pour cela a été cette période de forte croissance durant les années 90. Cela devient donc une sorte de conviction en soi. Ce n'est pas vraiment une théorie académique. Bernanke s'est appuyé sur cette dynamique, la théorie de la grande modération. Et puis, à l'époque de l'administration Obama, cela s'est aussi ancré dans leurs esprits, si bien qu'ils ne peuvent plus vraiment envisager autre chose. Qu'ils ont, vous savez, malgré la crise financière mondiale, un événement d'une telle ampleur qu'il appelait clairement à des plans de sauvetage bien plus importants et à des formes de sauvetage bien plus démocratiques. Dès que les banques ont été sécurisées, leur esprit s'est automatiquement tourné vers l'austérité. Comment pouvons-nous resserrer la ceinture budgétaire? Et là, ils ont révélé le vrai visage du jeu progressiste. Ensuite, on voit des gens comme Summers, tout au long de la décennie, se demander ce qui a mal tourné. Nous avions la bonne formule. Nous avons tout fait, réduction du déficit. La réduction du déficit aurait dû être un plan pour la croissance et la création d'emplois, mais ça ne l'a pas été. Le nouveau keynésianisme, en tant que paradigme, je le vois vraiment comme un groupe de personnes incroyablement influentes en matière de politique économique, qui ont généralisé, qui ont tiré la mauvaise leçon des années 90, et qui l'ont ensuite appliqué avec de grands préjudices pendant l'administration Obama, et ont tenté d'écarter des plans similaires durant la seconde moitié de l'administration Biden, lorsque l'inflation a recommencé à augmenter. Voilà un peu comment je perçois le nouveau keynésianisme. C'est un peu plus, c'est clairement néolibéral à certains égards, mais cela conserve ses forts engagements keynésiens en faveur d'une forte croissance, d'un faible chômage et cette préoccupation de savoir comment maintenir une croissance généralisée non inflationniste. Et maintenant, je pense qu'on en est au point où ils réalisent que ce jeu leur a échappé. Prenons un peu de recul et réfléchissons aux années 50 et 60, jusqu'à l'apparition de la stagflation dans les années 70. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agissait d'un autre régime, d'une autre époque. Vous avez évidemment expliqué qu'il existait déjà une industrie du crédit qui faisait l'objet d'une déréglementation constante. Et chaque fois que les taux d'intérêt étaient élevés, elle trouvait des moyens d'innover avec d'autres instruments. Et toutes ces choses ont explosé dans les années 80. Mais malgré tout, ces dynamiques ont toujours existé. Cependant, beaucoup diraient qu'elles n'étaient pas l'institution dominante. Donc, lorsque nous réfléchissons à la relation entre l'État et ces différentes industries, dans quelle mesure serait-il juste de considérer les années 50 et 60 comme une période où l'industrie du crédit jouait un rôle dominant dans les préoccupations de l'État? Parce que, dans l'un de mes projets de recherche, j'ai découvert que l'un des présidents de la FDIC a ensuite déclaré qu'on lui avait dit « Oh, ton travail est tellement ennuyeux parce que les banques ne font pas faillite. Qui protèges-tu » Et cela tenait en partie au fait qu'il existait un cadre réglementaire, du moins au niveau national, même si au niveau local, il y avait de nombreuses innovations.
Je me demandais simplement, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'inscrire le capitalisme dans cette longue histoire est bien plus utile que de considérer le néolibéralisme comme quelque chose de totalement distinct du capitalisme keynésien d'après-guerre. Mais il pourrait être intéressant pour nos spectateurs de savoir comment vous répondriez à cette question. Dans les années 50 et 60, l'industrie du crédit et les industries d'intermédiation du crédit n'étaient pas puissantes. Même They were not powerful. Oui, c'est une excellente question. Pour donner un peu de contexte ici, l'histoire contre laquelle je m'oppose est l'idée que de 1945 à 1969, nous avons connu le keynésianisme, la régulation publique, un engagement envers le plein emploi, et la finance était réprimée par une politique budgétaire active. Ensuite, le néolibéralisme, à partir de Reagan, inverse en quelque sorte toutes ces priorités. Et on assiste à une explosion financière au détriment, disons, du Fordisme et de l'industrie réelle. Je pense que cette histoire est trompeuse, mais elle n'est bien sûr pas entièrement fausse non plus. Elle touche quelque chose de réel. Il ne fait aucun doute que l'industrie manufacturière représentait une part plus importante de l'économie américaine dans les années 1950 que, disons, les coopératives de crédit. Mais ce que j'essaie de faire en retraçant cette longue durée, c'est de montrer comment l'ère post-1980 a émergé de ce qui l'a précédé. Ainsi, beaucoup de choses dont nous parlons souvent, nous évoquons souvent la finance comme ayant été réprimée, ou le crédit comme étant en quelque sorte intégré dans le système américain d'après-guerre. Et lorsqu'on commence à y regarder de plus près, ce n'était pas nécessairement le cas. Cela peut nous sembler ainsi aujourd'hui, mais pour les personnes vivant à cette époque, le crédit était bien plus important qu'il ne l'avait été pour la génération précédente. C'était un instrument clé du New Deal pour promouvoir l'accession à la propriété, notamment, ainsi que pour diverses autres choses. Ensuite, une fois les keynésiens au pouvoir dans les années 1960, l'expansion du crédit, en particulier du crédit hypothécaire, mais pas exclusivement, est devenue le moyen privilégié de stimuler la croissance économique. Les keynésiens sont donc arrivés avec cette idée d'utiliser la politique budgétaire pour stimuler l'économie. Mais cela s'est souvent révélé bien plus compliqué qu'ils ne l'avaient imaginé, principalement parce que cela faisait rapidement grimper l'inflation. C'est alors qu'ils se sont tournés vers certaines interventions du côté de l'offre, cherchant essentiellement à inciter les entreprises, par des baisses d'impôts et d'autres mesures, à modifier leur stratégie d'investissement et de tarification de manière à freiner l'inflation. C'est ce que l'on observe dans une certaine mesure, mais sans grand succès. Et au final, c'est toujours la déréglementation financière qui a offert aux keynésiens l'instrument le plus puissant pour relancer la croissance et remettre l'économie en marche. Bien sûr, c'était un peu une arme à double tranchant, car on obtenait un effet important, un effet énorme à court terme, mais à plus long terme, cela a évidemment créé de nouveaux types de problèmes. Cela a en quelque sorte fait croître le secteur financier d'une manière qui est devenue assez dysfonctionnelle pendant les années 1970. Oui, il s'agit vraiment de retracer l'origine de ces dynamiques. Et même si l'on considère que l'austérité, en particulier dans la politique néolibérale, est quelque chose de nouveau, ce n'est pas vraiment le cas. On peut remonter aux années 1950 et 1960 et constater que la politique budgétaire d'austérité est une réponse aux problèmes d'inflation générés par les programmes de croissance keynésiens. Donc, tout cela était déjà en jeu bien plus tôt que ce que l'on imagine souvent. Oui, je pense que ce serait un bon moment pour vous poser quelques questions sur votre discussion concernant l'inflation. D'après ce que j'ai lu, c'est un élément central de votre livre.
même si vous ne traitez pas nécessairement la question de ce qui a causé l'inflation. Ce dont vous parlez, c'est de l'inflation en elle-même. Il y avait cette obsession, aussi bien chez les keynésiens que chez les conservateurs, selon laquelle l'inflation est très directement liée à la question du chômage. Pour les conservateurs, cela peut concerner la masse monétaire globale. Les salaires et les niveaux d'emploi ont toujours été au cœur du débat, la courbe de Phillips, comme nous le savons. Mais ce que vous suggérez peut-être, c'est qu'il existe quelque chose de plus vaste dans le dynamisme du capitalisme, qui pourrait être, en partie, dû à la nécessité de maintenir les investissements en mouvement. Sinon, il y aurait une déflation, ce qui crée une propension structurelle à l'inflation. Et cela est devenu un pilier de certains des changements ultérieurs qui ont suivi. C'est ainsi que je l'ai compris. Et Sev, mais je serais curieux de connaître votre objectif en plaçant l'inflation autant au centre de votre propos. D'accord. Oui, et tu as très bien résumé cela en fait. Et je vais essayer de le reformuler un peu. Donc, dans ma discussion sur Keynes, j'avance l'argument que l'un des points clés souvent mis en avant par les keynésiens est que le capitalisme laissé à lui-même est déflationniste. Il y a en quelque sorte une fuite, peut-être due à la consommation ou à d'autres facteurs, mais en gros, la loi de Say ne fonctionne pas. La demande ne crée pas automatiquement sa propre offre. La fuite de la demande effective, comme l'écrirait Keynes dans sa théorie générale. Exactement. Donc selon cette logique, la solution keynésienne a parfaitement du sens. Vous comblez le fossé, vous faites intervenir l'État pour compenser ces dynamiques préoccupantes. Et alors il n'y aurait plus de problème. Vous auriez une économie sans inflation. Vous avez compensé la déflation. Maintenant, ce que je dis, c'est que cette façon de penser n'a pas forcément autant de sens. J'essaie de reconstruire cela un peu à travers la lecture de Keynes par Hyman Minsky, qui ne pense vraiment pas que l'on puisse partir, vous savez, d'un étalon monétaire comme s'il existait déjà. La monnaie, un étalon monétaire stable, n'émerge qu'à travers le processus de réduction des risques sur un certain nombre d'actifs. La monnaie est une sorte de chose publique-privée. On ne peut pas simplement désigner une norme publique et espérer qu'elle s'impose. Elle doit être semble du système. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que l'État fournit des garanties financières à différentes parties pour s'assurer que tout le monde s'accorde à dire que cet argent est sûr et solide. Une fois que cela est en place, cela signifie que le processus par lequel une norme monétaire s'établit passe par les gouvernements qui posent un plancher sous la valeur de certains types d'actifs. Ainsi, le capitalisme en tant que système hypothétique n'est ni déflationniste ni inflationniste. Mais le capitalisme tel qu'il existe comporte une dimension inflationniste intrinsèque, car nous avons besoin d'une monnaie stable qui doit être soutenue par des garanties publiques. Donc, une fois que vous avez cela, et je pense que Minsky l'avait compris d'une manière que Keynes n'avait pas, une fois que vous avez ce cadre, la logique change un peu. Il n'est plus question que la politique budgétaire puisse compenser une tendance déflationniste. Mais la politique budgétaire se voit confier la tâche de stimuler l'économie, même s'il existe déjà un biais inflationniste intégré au système. Et c'est là que réside vraiment la difficulté pour les keynésiens d'après-guerre. Ils se retrouvent dans des situations où la croissance est faible, le chômage élevé, mais l'inflation est déjà en train de monter. Alors, que peuvent-ils faire? Eh bien, ils peuvent essayer d'augmenter la relance budgétaire, mais cela fait immédiatement grimper l'inflation et ils doivent faire marche arrière. Ils se retrouvent avec ces politiques de stop and go. C'est donc ce qui les conduit vraiment vers les politiques de l'offre, qu'ils utilisent pour, en fait, ils disent, une relance purement par la demande est nécessaire à un moment donné pour stimuler la croissance.
Mais avant cela, nous devons travailler sur l'offre. De toute évidence, nous sommes confrontés à des schémas d'investissement et de tarification qui ne nous sont pas viables. C'est pourquoi nous devons utiliser les fonds publics et notre autorité réglementaire pour en modifier la logique. Cela conduit à toute une série de subventions fiscales, d'aides réglementaires et d'exemptions, ainsi qu'à des programmes de formation financés par l'État. Au cours des années 1960 et 1970, on constate d'ailleurs que la structure fiscale américaine devient beaucoup moins progressive qu'auparavant, en raison de ce besoin constant de subventionner les entreprises et les ménages aisés. C'est ainsi que la réflexion sur l'inflation a évolué. Désolé, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Ah oui, donc l'approche des partisans de l'offre, c'est qu'on peut examiner l'inflation et en identifier les causes spécifiques. C'est d'ailleurs ce dont parle la fameuse courbe de Phillips. Si l'on parvient à déterminer à quel niveau d'augmentation des salaires l'inflation se déclenche, alors on peut agir dessus par des mesures sur les salaires et les prix, ou par des négociations syndicales. Mais bien sûr, ce n'a jamais été aussi simple, car l'inflation est un phénomène beaucoup plus systémique. Et donc, le keynésianisme du côté de l'offre s'est vraiment retrouvé piégé dans cette dynamique, où il essayait toujours de compenser quelque chose qui fondamentalement lui échappait. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, je suppose que je voudrais revenir aux années 90, puis probablement revenir sur la question de l'inflation, où j'aurais sans doute une critique à formuler. Mais il y a quelque chose que je voulais relever à propos des années 90, en dehors de la dépendance à l'inflation des prix des actifs. Vous avez mentionné brièvement l'essor de la classe moyenne. Et votre définition de la classe moyenne est celle des personnes qui disposent d'un surplus après leur salaire, et que ce surplus peut désormais être investi dans des actifs financiers. Et ils considéraient ce régime d'augmentation des prix des actifs comme quelque chose qui leur était bénéfique. Les prix de l'immobilier, mais aussi toutes sortes de prix sur les marchés boursiers. Et je pense que cela m'a marqué, parce que j'ai aussi réfléchi à la façon dont les gens dans certaines régions du Sud global, comme l'Inde, et quand je dis Sud global, je parle de pays comme l'Inde, vivent une histoire de néolibéralisme, ou disons de réforme et d'ouverture, qui n'est pas comme la Chine, où cela a été un immense succès, mais ce n'est pas non plus comme le Pakistan ou le Ghana, des pays qui ont essentiellement connu des crises de balance des paiements. Et une grande partie de la classe moyenne est devenue partisane de cette période de réforme en Inde. Cela s'explique probablement en partie, dans une certaine mesure, par la hausse des prix de l'immobilier. Si vous avez hérité d'une maison, vous êtes devenu plus riche. Si possible, parlez de la façon dont un nombre sans précédent de personnes aux États-Unis ont rejoint les marchés financiers, le 401k et d'autres dispositifs, et comment cela a probablement modifié la perception populaire de la centralité des prix des actifs dans l'économie politique. Oui, absolument. Donc, le programme de la troisième voie, l'administration Clinton, ils avaient vraiment un programme de démocratisation financière, n'est-ce pas? L'idée était que les gens pouvaient progresser, non seulement en travaillant, mais aussi en investissant de la bonne manière, acheter une maison, les marchés financiers, etc. Au début, ça n'a pas vraiment pris. Mais une fois que les marchés financiers ont vraiment décollé, cette idée a soudainement semblé tout à fait viable. Pour les gens qui vivaient cette période, je pense que cela ne paraissait pas du tout comme un événement fortuit qui allait atteindre un sommet puis disparaître. Cela semblait être tout un système. En fait, les nouveaux keynésiens étaient là pour rassurer les gens en affirmant qu'il s'agissait d'une nouvelle tendance séculaire.
qu'ils avaient maîtrisé les techniques de gouvernance financière à un tel point que nous pouvions désormais vivre indéfiniment dans la grande modération, avec une faible inflation et une forte croissance des actifs. Et cela, vraiment, je pense que la période concernée serait probablement de 1995 à 2007, car c'est sans doute là que cela s'est terminé. L'administration Obama a vraiment refusé de faire ce qu'elle aurait pu faire, à savoir venir en aide aux vastes segments de propriétaires immobiliers qui s'étaient retrouvés piégés lors de la crise financière. Mais malgré tout, je pense que la période où l'économie des actifs démocratisés était en plein essor a laissé un immense héritage dans l'imaginaire collectif. Je pense qu'on peut encore le voir dans les débats autour des stablecoins et des crypto-monnaies. Il y a clairement l'idée d'un actif sans risque, un actif auquel aucun risque n'est attaché, mais qui générera un rendement, qui s'est profondément ancré dans la compréhension qu'ont les gens du système financier mondial. Et cela incite en quelque sorte les gens à participer à cette dynamique. Oui, un élément clé de votre livre est que la Réserve fédérale occupe une place très centrale dans l'histoire que vous racontez. Et elle est liée, je veux dire, il y a des changements, des rebondissements dans sa relation avec le Trésor. Mais malgré tout, elle est mêlée au Trésor et finit par être impliquée dans l'industrie bancaire parallèle. Une fois que le Glass-Steagall Act a été abrogé en 1999 et que les banques commerciales, les banques d'investissement et les compagnies d'assurance se sont réunies, cela a formé une industrie universelle et la Réserve fédérale y a joué un rôle important. En fait, elle a pu maintenir les taux d'intérêt bas à cette époque et était très réticente à les augmenter. Je pense que c'était en 2003 ou 2004 lorsque la première vague de hausse est arrivée, après de nombreux avertissements. Mais finalement, lorsque la crise a éclaté, le plan de sauvetage a concerné un segment particulier. Et il s'agissait en fait de maintenir Wall Street en vie, ce qui, bien sûr, a permis d'éviter une situation semblable à la Grande Dépression aux États-Unis. À cet égard, ils ont réussi. Mais cela a néanmoins eu d'énormes répercussions, notamment la montée en puissance des gestionnaires d'actifs et de leur influence politique et économique, l'aggravation spectaculaire des inégalités et ainsi de suite. Pouvez-vous nous parler du rôle de la Réserve fédérale dans l'injection de toujours plus d'argent à cette catégorie de financiers? Bien sûr, oui. La Réserve fédérale est officiellement indépendante depuis le début des années 1950, et sa mission était de cibler l'inflation, maintenir l'inflation à un niveau bas et stable. Pendant les années 1950 et 1960, elle restait encore ouverte à l'influence politique d'une certaine manière, car elle devait négocier cet objectif d'inflation avec l'objectif d'emploi. Puis, avec le tournant néolibéral, l'objectif d'emploi a pratiquement disparu de la vue. Il existe toujours formellement, mais ils se sont entièrement concentrés sur la lutte contre l'inflation. La personne clé à ce moment-là est Paul Volcker, qui a vu un système où l'inflation devenait incontrôlable, et il a effectivement considéré que le rôle de la Réserve fédérale était de ramener cela sous contrôle. Donc, sans aucun sentimentalisme, il a simplement dit « Nous allons arrêter de faire cela », sachant qu'il allait provoquer une énorme crise économique, ce qu'il a fait. Et au cours des années 80, cela a effectivement fait baisser l'inflation, principalement à travers un nombre massif de faillites. Mais là où l'histoire change un peu, c'est que Volcker était également très conscient que même si toutes ces faillites devaient avoir lieu, il était aussi d'une importance capitale de protéger les plus grandes banques du pays
et le système de paiement. Car si l'on ne pouvait pas protéger le système nerveux du système financier américain, tout le navire coulerait. Ainsi, pendant les années 1980, on voit la Réserve fédérale protéger les intérêts, les organisations et les entreprises là où c'était nécessaire, et le faire de manière suffisamment efficace pour éviter l'effondrement. En fait, ils ont sauvé les grandes banques commerciales, les banques continentales, etc. Et ils ont probablement laissé tomber le secteur des caisses d'épargne, les banques SNL. C'est une remarque en passant. Cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec les banques dans un contexte très différent. Dans les années 90, il a dit que lorsqu'il y a eu une vague de privatisation des entreprises publiques, on ne parle pas de banques, il a dit « laissez partir les petits et laissez les grands se consolider ». Les banques qui sont trop grandes pour qu'on les laisse faire faillite sont renflouées, tandis que les plus petites peuvent faire faillite sans que cela n'ait d'effet systémique. Ce qui crée évidemment d'énormes incitations pour les banques à grandir, à se regrouper et à s'assurer d'atteindre ce seuil du trop grand pour faire faillite. Mais ensuite, à ce stade, le génie du renflouement est en quelque sorte sorti de la bouteille. Et cela devient, vous savez, désormais les gens savent que c'est possible. Cela fait partie de la façon dont les gens pensent, de la manière dont ils anticipent l'avenir. Ça devient, vous savez, intégré aux attentes. Et puis bien sûr, le successeur de Volcker, Alan Greenspan, n'a pas à faire face à trop de quasi-effondrements directs, mais il crée en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un état de soutien, où chaque fois que le secteur financier menace de rencontrer des difficultés, il utilise la Réserve fédérale pour s'assurer qu'ils puissent accéder à la liquidité dont ils ont besoin dans des délais appropriés. Ainsi, on assiste à une prolifération de mécanismes visant à garantir que les grandes banques puissent rester liquides. Oui, c'était aussi l'époque, en 1994, je ne me souviens pas si vous l'avez mentionné dans votre livre, mais la loi de 1994 sur l'efficacité des banques interétatiques et des succursales a été adoptée, ce qui a essentiellement permis aux petites banques régionales de devenir nationales, puis internationales. 5 ans plus tard, cela a été suivi par l'abrogation du Glass-Steagall Act et la loi sur la modernisation des marchés à terme de matières premières, qui ont laissé les marchés des produits dérivés ouverts, créant de fait ce secteur bancaire universel, qui s'est retrouvé corrélé au marché des pensions et au marché immobilier. Je voulais évoquer un point que je n'ai pas trouvé dans votre livre, et c'est pas nécessairement une critique. Mais je pense qu'un lecteur du Sud global, ou quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire économique des États-Unis, pourrait remarquer une absence, d'autant plus que dans votre discussion, l'inflation occupe une place centrale. Et dans votre discussion, la stabilisation des taux d'intérêt est tellement centrale, parce que c'est essentiellement dans les années 90, lorsque les taux d'intérêt ont baissé, que cela a permis beaucoup de ces innovations au sein de l'industrie de l'intermédiation du crédit. Et je pense que cette histoire est en réalité une histoire mondiale, mais vous ne la présentez pas comme telle. Je veux dire, d'autres l'ont fait. Mais l'inflation, bien sûr, l'afflux de matières premières bon marché, a commencé par le pétrole, mais aussi les matières premières chinoises et d'autres, et ensuite l'excédent dans les fonds souverains des monarchies du Golfe, et aussi finalement de la Chine, ont permis beaucoup des innovations qu'ils ont pu réaliser. Donc c'est pas nécessairement qu'ils étaient totalement maîtres de la situation, mais cela a aussi été facilité par des conjonctures mondiales, où ce type de relance keynésienne, via des subventions fiscales et des crédits d'investissement, etc., qui n'étaient pas forcément envisageables dans les années 1980 et 1970, est devenue une réalité dans les années 1990 et 2000.
It became a reality in the 90s and the 2000s. Oui, et je pense que tu as tout à fait raison. Je partage complètement cette façon de voir les choses. Et ce n'est pas dans mon livre. Je pense qu'il y a une certaine dynamique que je veux analyser. La dynamique telle que tu viens de la décrire, je veux effectivement l'examiner dans d'autres pays. Donc en partie, ça tient simplement à la limitation du sujet, à la limitation de l'expertise existante. Mais dans la mesure où ce que le livre essaie de faire, c'est de détromper les libéraux occidentaux de leur fascination ou de leur obsession pour l'État keynésien et la période de Bretton Woods. Parce que chaque fois que l'on commence à réfléchir au développement économique en dehors du monde occidental, c'est à cela que les gens pensent. Comment pouvons-nous retrouver cela? Une sorte d'arrangement de Bretton Woods dans lequel chaque pays pourrait trouver les combinaisons appropriées de politiques monétaires et budgétaires pour stimuler son développement. Et je pense que c'est typiquement une vision occidentale qui comporte un énorme angle mort. Et j'ai voulu utiliser ce livre pour dire que, finalement, il ne faut pas être nostalgique de cette période. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de suivre des personnes comme Dani Rodrik et de célébrer l'idée d'un éventuel retour à Bretton Woods, car cette époque est révolue. C'était peut-être mieux que ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est pas la question. Donc, reconstituer et montrer comment l'État-providence keynésien d'après-guerre était en grande partie un arrangement géographiquement délimité, réservé à un noyau privilégié de ménages blancs dans les pays occidentaux. Il n'aurait pu fonctionner, il devait fonctionner, que sur la base de l'exclusion. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons espérer universaliser. Donc, dans la mesure où le livre adopte une perspective plus globale, c'est pour attirer l'attention sur ce point et critiquer ce type de cadrage que l'on voit beaucoup aujourd'hui, où les gens déplorent la montée du capitalisme rentier et ce genre de choses, comme si nous pouvions seulement reprendre le contrôle sur les rentiers, alors nous pourrions revenir au keynésianisme. Je pense simplement que c'est une position politique très handicapante, ancrée dans la nostalgie. Oui, je pense que ma préoccupation est la même. Et je pense que c'est probablement parce que je viens du Sud global. L'une des choses, quand j'ai commencé à interagir principalement avec des militants de gauche du Nord global, c'est qu'ils parlaient du néolibéralisme. Mais dans leur discussion, dans leur critique du néolibéralisme, il y a cette ombre constante d'une fascination pour le capitalisme keynésien d'après-guerre. Et donc, même la politique est restructurée en se référant à un passé qui aurait apparemment été doré. Et le problème auquel nous sommes confrontés dans notre région du monde, c'est qu'il n'y a jamais eu de phase dorée du capitalisme. À certains égards, le néolibéralisme ne se manifeste pas nécessairement comme une guerre de classe exacerbée de manière très marquée. Je veux dire, il comporte certains aspects de la lutte des classes, mais il n'en présente pas forcément d'autres, comme le fait de dévaster vos industries et de réduire votre secteur formel, du moins pas en Inde. On peut penser à d'autres régions du monde où le travail est relativement plus formalisé. Mais en Inde, par exemple, seulement 5% de la main-d'œuvre était formalisée durant les années 50, 60, 70 et 80. Il n'y a donc pas eu beaucoup d'informalisation avec la phase du néolibéralisme. Ce qui s'est produit, c'est la destruction, ou disons plutôt le gel, du secteur public, et donc une réduction relative du secteur public par rapport à l'ensemble de l'économie, qui, elle, est en pleine expansion. Cela a été compensé par la montée du secteur des services et d'autres emplois formels dans le secteur privé. Mais en réalité, le secteur formel est resté le même. Et je pense que c'est dans ce sens que je réfléchissais au fait qu'une grande partie de la gestion de l'inflation
ou de l'accès à un capital bon marché est lié à l'histoire du Sud global. On peut penser au flux de matières premières dans les années 90 et 2000. Mais on peut aussi remonter plus loin et considérer les activités des entreprises américaines en Amérique latine et la façon dont elles ont essentiellement dépouillé l'Amérique latine de ses bananes et autres ressources. J'abordais donc la question sous le même angle, mais cela m'a frappé différemment. Oui, c'est très intéressant. Et il y a quelque chose dans le livre. Ma critique du keynésianisme, du côté de l'offre, consiste un peu à dire qu'on peut essayer de réduire les causes de l'inflation à leurs composantes individuelles, mais on passe un peu à côté de cette dimension plus large, cette dimension systémique, et de la manière dont ça fait l'objet de lutte. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce nouvel accent mis sur les questions du côté de l'offre et les gens qui soutiennent qu'il n'existe pas d'indice général des prix, qu'il n'y a en réalité que de nombreux prix différents, c'est en fait très important. Et vous savez, en raison des changements géopolitiques et des reconfigurations du côté de l'offre, les prochaines années verront des bouleversements majeurs à ce niveau. Et vous avez tout à fait raison. Il faudra comprendre cela. L'origine, comment ça va évoluer à la source, dans les endroits où certaines ressources sont produites ou exportées. Je pense que, là où je voudrais conclure, si nous pouvions consacrer les 8 ou 9 dernières minutes, c'est avec une discussion autour d'une question que vous avez soulevée au début du livre. Comment démocratiser cet état de sauvetage? Je veux dire, votre livre laisse une impression mitigée. Mitigée dans le sens où il affirme que le capitalisme a toujours été public, donc il n'a jamais vraiment été privé. C'est quelque chose que beaucoup ont compris, y compris Marx. C'est la nature socialisée de l'économie qui permet au capitalisme d'exister. Et donc, il y a des institutions qui sont peut-être là et qui certaines devraient peut-être être démantelées. Je veux dire, le complexe militaro-industriel, qui n'apparaît pas dans votre livre, devrait peut-être être complètement démantelé. Mais il y a d'autres institutions qui pourraient être socialisées et démocratisées d'une manière à éviter que nous ayons un État militarisé au détriment d'un État-providence. Je serais également intéressé d'entendre votre point de vue sur toute la littérature autour des inégalités, car je pense que votre livre apporte quelque chose à ce champ. Par exemple, Le Capital de Piketty est un travail empirique qui montre que le taux de rendement du capital dépasse le taux de croissance globale. Il existe donc une tendance structurelle à l'inégalité en faveur des détenteurs d'actifs, au détriment des salariés de la classe ouvrière. Mais ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est qu'il est moins vague et qu'il identifie un processus concret en expliquant que c'est ainsi que l'État fonctionne sous le capitalisme. Et c'est ainsi que l'État crée effectivement les conditions de l'inégalité auxquelles nous sommes tous confrontés. J'aimerais donc connaître votre avis sur cette montée massive des inégalités, car si nous voulons reconstruire une alternative au capitalisme, il nous faut exploiter cette immense frustration des gens face à l'augmentation des inégalités. Oui, je suis d'accord. Permettez-moi de répondre d'abord à votre première question. Donc, vous savez, est-ce que cela a toujours été politique? Et ma réponse serait clairement oui. Je pense que les États politisent certains types de propriétés d'une manière qui leur est favorable, et cela crée une strate privilégiée de propriétaires. Maintenant, bien sûr, cela a un certain sens. Mais ce qui est intéressant à notre époque, c'est que nous avons traversé toute une période où ça n'était pas censé être le cas, n'est-ce pas? Il fallait vraiment creuser toute cette histoire que j'ai évoquée au début, à savoir qu'une norme monétaire stable ne peut émerger qu'en réduisant les risques de certains actifs.
Vous savez, dans les années 90, cela aurait été une idée presque folle, non? Genre, ce ne sont que des banques qui régulent une norme monétaire. De quoi parlez-vous? Aujourd'hui, c'est redevenu beaucoup plus visible. Et bien sûr, le grand révélateur a été l'assouplissement quantitatif. Après les plans de sauvetage, on a ce double régime d'austérité budgétaire draconienne pour la majorité de la population, tandis que les détenteurs d'actifs financiers bénéficient d'un système où le gouvernement garantit et augmente librement la valeur de ces actifs. Cela rend donc l'aspect politique beaucoup plus prononcé. Et bien sûr, la seule défense que la Réserve fédérale avait à cela était « Eh bien, c'est exceptionnel, nous essayons toujours de sortir de ces positions, mais ils ne l'ont jamais fait. » À un certain moment, il est devenu évident qu'ils ne le feraient probablement jamais. Une fois que cela a été autant politisé, ce sont des mouvements ou des paradigmes, comme la théorie monétaire moderne, qui apparaissent et disent « Si nous pouvons faire tout cela, pourquoi ne pourrions-nous pas ?» Vous savez, si nous pouvons renflouer les banques ou les soutenir, nous pouvons faire de même pour toute une série d'autres activités sociales utiles. Nous pouvons garantir le plein emploi. Nous pouvons financer des crèches. Nous pouvons financer la santé. Il n'y a pas de véritable contrainte financière. Et je pense fondamentalement que je suis d'accord avec cette idée. La politique de la MMT ressemble un peu trop à une démonstration que le déficit n'a pas d'importance. Et bien sûr, vous savez, la grande et belle loi le prouve à nouveau en ce moment. Et ils ne comprennent pas vraiment que cela ne se traduit pas nécessairement par le type de politique dont on a besoin. Donc, à cause de cela, ils ont tendance à banaliser un peu la politique de la démocratisation monétaire. C'est en partie pour cela que je suis remonté jusqu'à Keynes et que j'ai dit, eh bien, vous savez, Keynes, selon Lerner Keynes, c'était la MMT. Il disait, si Keynes a raison, nous pouvons nous permettre tout ce que nous sommes capables de faire. Je crois que c'est l'expression. Et donc le livre retrace ensuite tous les problèmes auxquels ce projet se heurte. Et à la fin, je pense que je plaiderai pour un renouveau de ce projet. Mais un renouveau davantage ancré dans une sorte de projet de démocratisation financière qui ne mise pas sur des solutions technocratiques. Il ne s'agit pas d'espérer qu'en mettant la main sur les leviers du Trésor ou de la Réserve fédérale, on puisse faire ceci ou cela. Il faut vraiment que ce soit un mouvement démocratique qui prenne conscience de l'ampleur des inégalités générées par ces mécanismes. Ce qui m'amène à votre autre question. Beaucoup de recherches sur les inégalités tentent, vous savez, d'analyser différentes variables, d'identifier les différences de mobilité. Et pour moi, tout cela est très important. Mais j'ai tout de même l'impression qu'il y a un angle mort. Cet angle mort, c'est que l'État américain s'est désormais engagé de manière globale à soutenir la valeur des actifs des Américains les plus riches, d'une façon que nous n'avions jamais vraiment vue auparavant. C'est pour cela que l'on utilise parfois des termes comme l'État-providence, comme l'État américain. Vous savez, malgré le néolibéralisme, l'État américain reste aussi vaste et omniprésent qu'il l'a toujours été. C'est simplement que désormais, une grande partie de ses avantages a été transférée de l'aide sociale à la pseudo-aide sociale. Et cela se voit notamment dans la façon dont les subventions ont, au fil du temps, été réorientées vers les propriétaires. Et bien sûr, il existe des allègements fiscaux pour les milliardaires. Il y a donc clairement le sentiment que le régime est aujourd'hui très politique. Et je pense que cela signifie que nous devons poser des questions un peu différentes. Nous ne luttons pas contre le 1%, disons. Le 1% n'est manifestement pas, d'un point de vue instrumental, de connivence avec l'État. Member est massivement subventionné par le gouvernement américain
être programme keynésien. Oui, beaucoup de ces subventions ne sont pas nécessairement des subventions fiscales, mais des subventions monétaires qui prennent la forme de l'assouplissement quantitatif. Mais il s'agit surtout d'une inflation des prix des actifs pour sauver le capitalisme et aussi préserver le mandat du capitalisme afin que la classe supérieure ne se révolte pas. Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas pu discuter davantage, mais j'aurais aimé aborder la question de la marge de manœuvre dont disposent les décideurs politiques dans cette économie politique hyper financiarisée, étant donné que tu mentionnes, même si ce n'est pas en détail, les vigilantes obligataires. Je veux dire, je crois qu'il y a eu, je ne suis pas sûr que c'était Carter, mais c'était certainement, Clinton, lorsqu'il est arrivé au pouvoir au milieu des années 90, il a clairement été rappelé à l'ordre par les vigilantes obligataires. Vous ne pouvez pas creuser le déficit, sinon nous ferons grimper les taux d'emprunt pour vous. Et tu as dit qu'Obama avait compris cela et qu'il n'a jamais essayé. Et maintenant Trump, qui est par ailleurs si imprévisible, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait le mettre en difficulté, ce sont les vigilantes obligataires. Eh bien, nous savons que quelle que soit la véritable liberté, vous savez, il est difficile de la connaître, car il faudrait la tester. Mais quelle que soit cette véritable liberté, elle est bien plus grande que ce que les gouvernements démocratiques affirment généralement. Ils sont tellement attachés à leur programme d'austérité, à leur rigueur budgétaire. Et puis les républicains arrivent et ils dépensent sans compter pour, vous savez, les choses les plus obscènes. Des baisses d'impôts et plein d'avantages pour des gens qui n'en ont pas besoin. Et il ne se passe rien. Parfois, il peut y avoir une dégradation de la note, mais ce sont des choses mineures. Maintenant, peut-être que cette fois, avec ce grand et magnifique projet de loi, ce sera un peu différent, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit très différent. Donc, bien qu'il soit vrai que l'économie américaine fasse partie d'un système mondial et qu'elle ne soit pas du tout à l'abri de la fuite des capitaux ou des vigilants obligataires, elle est exposée à ces forces. Nous savons que les marges de manœuvre dont les administrations républicaines ont démontré l'existence auraient largement suffi à reconstruire la société américaine de manière très profonde. Cela signifie qu'Obama aurait pu faire des choses qui lui auraient laissé un héritage complètement différent. Donc vous savez cette histoire, cette sorte de récit démocrate du type « Nos mains sont liées, l'argent a disparu, nous ne pouvons rien faire », c'est tout simplement faux. Ce n'est jamais vrai. D'accord. Je suis d'accord. Et je pense que c'est encore plus vrai pour les États-Unis que pour n'importe quel autre pays. Car même avec la guerre commerciale, nous n'avons pas assisté à une fuite massive des capitaux. Je veux dire, nous avons constaté une certaine hausse des rendements obligataires, mais c'est à peu près tout. Lorsque l'escalade de la guerre avec l'Iran a eu lieu, j'ai suivi le marché des devises, et ce sont toutes les monnaies des marchés émergents qui ont été touchées, pas le dollar. Le dollar s'appréciait face à elle. Donc je pense que cette idée selon laquelle nous ne pouvons rien faire parce qu'il y aurait une fuite des capitaux est simplement une invention. Eh bien, professeur Konings, ce fut un plaisir de lire votre livre. À chaque fois que je lis un livre, j'apprends quelque chose de nouveau et je me sens chanceux. Mais chaque fois que j'ai l'occasion d'en discuter avec l'auteur, je me dis que je ne suis pas un si mauvais lecteur. Je plaisante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes un très bon lecteur, Tris. Vous avez vraiment saisi les points essentiels du livre et je me sens très privilégié d'avoir eu cette discussion. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes.
Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.